Au sommaire de cette édition, 23 prétendants au palais de Kosiam, mais ils ont encore du chemin à faire. La commission de validation des dossiers de candidature entame ses travaux ce matin. Une étape incontournable pour la CENI avant la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 22 novembre. Précision dès le début de ce journal. À suivre également à la une, l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Un engagement pris par le gouvernement en 2018. Quel bilan 2 ans après? Vous entendrez la ministre de l'Action humanitaire Dépidori à l'ouverture des fours régionaux des personnes handicapées. L'actualité internationale nous conduira dans le Haut-Karabakh, au cœur du conflit que opposent les séparatistes arméniens et les forces azerbaïdjanaises. Les armes continuent de crépiter malgré l'appel à un cessez-le-feu de la Russie, la France et les États-Unis d'Amérique, le trio membre du groupe Minsk. Voilà pour le sommaire de ces 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné au total 23 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. C'est ce matin que la commission de validation entame ses travaux. Il s'agira de s'assurer de la conformité des documents requis et de leur validité avant la publication de la liste provisoire prévue pour le 10 octobre prochain. Plus de précisions avec Ali Doubadini et Sébastien Zongo. La commission ad hoc de validation des candidatures à l'élection du président du Faso lance ses 2 jours de travaux. Seuls les candidats ou leurs représentants mandatés y sont conviés. À huis clos, nous allons appeler dossier par dossier. Nous allons vérifier si le dossier est complet. Toutes les pièces y figurent. Ici, toutes les pièces sont conformes. Et nous allons valider. Ce passage à la loupe porte sur 23 dossiers de candidature reçus du 28 septembre au 2 octobre dernier par la Commission électorale nationale indépendante. Le rapport de ces travaux sera adressé au Conseil constitutionnel. Nous allons publier la liste de tous les candidats qui peuvent participer aux élections, conformément au texte. Maintenant, celui qui n'est pas satisfait peut évidemment interjeter recours auprès du Conseil constitutionnel. La publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle est envisagée pour le 10 octobre prochain. L'élection est un jeu démocratique, on en parle. Elle peut être repensée, la démocratie, donc pour être à notre goût en tenant compte de nos réalités. Des acteurs politiques et des représentants de la société civile mènent la réflexion depuis hier à Koudou, des universités démocratiques voulues par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en vue d'une pleine participation des jeunes et des femmes aux différentes sphères de décision. Issa Kafando, Vincent Kenderbeogo. Université démocratique, une première pour les GAO, l'école citoyenne de l'Afrique de l'Ouest. La matière ici, c'est la démocratie, soumise à la réflexion pour voir s'il y a lieu de la repenser. Ça fait 60 ans et on a basculé dans le processus démocratique. Est-ce que c'est la démocratie qu'il nous faut? Non. Est-ce que c'est celle-là? Et ou sinon, est-ce qu'il en faut une autre? Donc il faut se questionner nous-mêmes. Parce qu'en même temps qu'on est jeune, qu'on est leader, il faut innover et il faut être capable de s'interroger donc sur la société que nous vivons. L'initiative est soutenue par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Les participants sont des jeunes issus des milieux politiques et de la société civile. Des jeunes dont l'engagement citoyen et politique est débattu. C'est sur la scène politique. C'est dans les sphères de décision, c'est dans l'implication des processus décisionnels que tout se décide. Donc nous voulons justement amener les jeunes à renoncer à ce que j'appelle la stratégie de contournement permanent du politique qui les amène à végéter tout le temps dans la société civile en pensant que la société civile peut diriger un État. Non. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui ouvre les travaux tout en saluant une telle initiative. Nous aurons un passage notamment des jeunes leaders, qui bien sûr, avec la philosophie qui sous-tend les universités démocratiques, vont certainement construire d'autres paradigmes de démocratie pour intégrer en réalité ce que peut être
les partis politiques n'ont pas pu, depuis leur existence, apporter à la consolidation et à l'ancrage des démocraties. Redonner foi dans la démocratie, s'engager pour le Burkina Faso et le Sahel. Tel est le thème de ces premières universités démocratiques de l'ECAO qui vont s'articuler autour de plusieurs communications animées par des experts. Je le disais en début de journal, la ministre Laurence Marshall Ilboudo donne le ton depuis Dori pour les forats régionaux des personnes en situation de handicap. C'est en prélude à leur deuxième rendez-vous national avec le chef de l'État. Quel bilan des engagements pris par le gouvernement en 2018 pour leur autonomisation? On en saura plus avec Bourama Kane et Lazare Sanou. À ce forum régional du Sahel, en prélude au deuxième forum national des personnes handicapées, l'on peut être satisfait quant aux réponses apportées aux préoccupations soulevées lors du premier forum tenu en 2018. C'était de créer un environnement propice à l'autonomisation des personnes handicapées. Donc nous avons octroyé des bourses pour des personnes vivant en handicap. Nous avons ouvert la fonction publique aux personnes handicapées. Nous avons octroyé des subventions aux personnes handicapées. Donc nous avons vu que les engagements de 2018 ont été respectés. Malgré ces acquis, les personnes handicapées du Sahel ont soumis à leur ministre de tutelle des doléances. Nous avons parlé surtout d'abord de la formation professionnelle des personnes handicapées et en tout cas les permettre même une installation. Ça c'est le premier. Et le deuxième, on a parlé également de financement des activités génératrices de revenus. Voilà. Et troisièmement, nous avons parlé des cartes d'invalidité. Les avantages liés à ces cartes-là ne sont pas appliqués. Quatrième et dernière préoccupation, c'était la maison régionale des personnes handicapées. Nous avons pensé que c'était pas bon qu'il y ait une maison, c'est stigmatisant, c'est comme ils étaient encore exclus. Or, la démarche du gouvernement, c'est d'aller à l'inclusion. Donc, c'était bon qu'ils utilisent déjà les bâtiments que nous avons. Le forum régional du Dori marque le top départ des forums régionaux qui préparent le forum national des personnes handicapées et la journée internationale des personnes handicapées prévue pour les 26 et 27 octobre prochains. Autre point de l'actualité, discours rassurant de Messieurs Éducation à Bourasso dans la province de la Kossi. Le ministre Stanislas Ouarou y était au lendemain du saccage d'une école primaire de la localité par des individus non identifiés. Sorti terrain pour encourager les enseignants et la population après cet incident survenu au moment où les élèves reprennent le chemin de l'école. Hélène Sebougo. Du matériel didactique saccagé et brûlé, des murs noircis par les flammes et une population apeurée après seulement 3 jours de la reprise des cours. C'est le scénario que l'on peut voir ici à Bourasso, dans la province de la Kossi, après le passage des hommes armés non identifiés. Informé des faits, le premier responsable du département en charge de l'éducation s'est dépêché sur les lieux. Ensemble avec la population et les autorités militaires, le professeur Stanislas Ouarou espère trouver des solutions durables contre ces attaques. Le bureau du directeur a été totalement incendié avec tout le matériel pédagogique qui y était et qu'il y a eu des impacts aussi de balles et qu'ils ont tenté de forcer les portes du lycée de Bourasso. C'est pour cela que j'ai tenu à venir ici pour voir, écouter aussi les populations qui ont besoin que la zone soit suffisamment sécurisée à travers la mise en place d'un poste de police et d'un poste de gendarmerie afin que les écoles puissent reprendre. En attendant de permettre à un certain nombre de s'inscrire, on a un peu plus de 200, on a recensé à Dodourou. Il y a aussi un certain nombre qui vont s'inscrire en attendant que la situation redevienne normale. Ce sont plus de 200 établissements fermés et un peu plus de 40 000 élèves hors des classes dans la région de la Boukou-du-Mouhoun dû au fait du terrorisme. Les besoins sont énormes pour une réussite de l'année scolaire. On a besoin de salles de classe supplémentaires, par exemple, pour pouvoir résorber ce flux-là. On a besoin aussi d'accompagnement pour pouvoir prendre en charge ces enfants-là, parce qu'ils quittent les localités où ils ont tout laissé souvent, pour de nouvelles localités où souvent ils n'ont personne. Donc il y a la question d'hébergement, il y a la question sanitaire, la question d'hygiène, la question alimentaire. En quittant les lieux,
Le professeur Stanislas Ouaro rassure la population que leurs doléances seront transmises aux plus hautes autorités pour qu'une solution soit vite trouvée et que les élèves reviennent dans les classes. Voilà un reportage qui porte la signature de Karim Ouedraogo. Retour à Ouagadougou ce matin. 2 personnalités du PAM élevées au rang de la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon, des distinctions honorifiques pour traduire la reconnaissance du Burkina Faso au secrétaire exécutif et aux représentants pays sortants du programme alimentaire mondial. En fin d'émission donc, cérémonial de décoration en images avec Roger Kam et Ernest Kambiré. C'est un cérémonial de décoration à ce sol, voulu pour saluer les efforts et les actions d'accompagnement que le PAM, le Programme alimentaire mondial, apporte comme assistance humanitaire au Burkina. Et dans cette approche de reconnaissance, le secrétaire exécutif et les représentants pays du PAM sont élevés ici à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon par Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 million de déplacés, internes. Et le PAM, comme je le dis, est un des partenaires les plus importants pour l'assistance à ces personnes déplacées. C'est pourquoi le président du Faso a bien voulu distinguer le directeur exécutif du PAM, mais également le représentant résident sortant pour saluer cette action d'accompagnement du PAM dans notre pays. Avec plus d'1 million de déplacés internes recensés aujourd'hui, du fait du terrorisme, l'assistance du PAM aux populations est passée de 300 000 personnes à plus d'1,5 million de personnes. Et c'est cet engagement aux côtés du Burkina et de ses populations qui est ainsi reconnu. And met with the President, the Prime Minister and the cabinet members. L'année passée, M. Beasley est venu en mission ici au Burkina Faso, il a rencontré le président. Le président, il a soulevé ses préoccupations par rapport à la situation et par rapport à l'insécurité causée par les étrangers. Dans ça, le PAM a escalé sa réponse en soutien de la population du gouvernement et va continuer à le faire dans les prochains mois à venir. C'était un grand honneur et un privilège et une opportunité de rendre service au peuple burkinabé. Et la situation a exigé pendant ma présence ici que moi et mon équipe on travaille vraiment très dur pour augmenter l'assistance qu'on était en train de donner au peuple burkinabé. Pour moi, Burkina Faso va me manquer. 5 milliards de francs CFA, c'est la valeur totale des vivres achetés par le PAM pour assister les populations dans ces zones d'intervention confrontées à l'insécurité et à la malnutrition. Les questions juridiques et institutionnelles des communications électroniques ne sont pas toujours connues des consommateurs. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, se fait alors le devoir d'éclairer la lanterne des consommateurs à travers l'organisation des représentants d'OSC réunis hier à Koudougou pour cet exercice d'explication des enjeux des communications électroniques. Compte rendu signé Kwale Nebié et Maxime Zongo. C'est pour une meilleure compréhension de l'environnement juridique, technique et économique du fonctionnement des communications électroniques que les acteurs du domaine ont été conviés à cette concertation. Face à face des représentants des consommateurs, les opérateurs de réseau et le régulateur qu'est l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il y a un besoin que les uns et les autres sachent quels sont les principaux acteurs du secteur, leurs rôles et leurs missions respectifs. Et comme il fallait s'y attendre, les plaintes sur la qualité des services est l'un des centres d'intérêt de cette rencontre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes, des plaintes liées à la mauvaise communication, la mauvaise qualité, j'allais dire, de la communication, à la faiblesse des réseaux, à la gestion des bonus et autres mégas, tant et si bien que il était nécessaire véritablement qu'on se parle, qu'on se comprenne. Nous allons montrer un peu les audits que nous réalisons sur le terrain pour mesurer la qualité de service et puis également les sanctions qui sont prévues par les textes en cas de mauvaise qualité ou en cas de manquement des obligations des opérateurs. La gouvernance du secteur des communications électroniques, la qualité des services donc, les offres de produits, les dispositifs de prise en charge,
Des plaintes, requêtes et réclamations, les sanctions éventuelles, autant de sujets qui ont été abordés. Objectif, à travers ces échanges, établir un dialogue constructif entre les différents acteurs. Cap à présent sur Banfora aux côtés des membres du conseil burkinabé de l'Anacarde en tournée de sensibilisation des acteurs de la filière Anacarde sur les modalités d'octroi du fonds de relance, un fonds mis en place par le gouvernement burkinabé pour soutenir le secteur privé éprouvé par le Covid-19. Explication de Drissa Traoré et Karim Sissé. Le fonds de relance économique post-Covid, mis en place par le gouvernement burkinabé, est ici détaillé aux acteurs de la filière Anacarde de la région des Cascades. L'initiative du ministère en charge du commerce à travers le conseil burkinabé de l'Anacarde. Il s'agit pour cette structure de donner de plus amples informations aux acteurs de la filière Anacarde sur le mécanisme de financement de ce fonds. On a une disponibilité de 4 milliards de francs CFA, dont 3 milliards pour cette année 2020, et les conditions peuvent aller jusqu'à 60 millions de francs CFA, mais également des différés peuvent être accordés jusqu'à 5 à 6 mois, et mieux, les taux d'intérêt sont relativement très intéressants, c'est autour de 3,5% hors TVA. Nous invitons les promoteurs à déposer des dossiers. Nous avons des canevas que nous mettons à leur disposition afin de pouvoir renseigner par rapport à leurs projets et venir déposer les dossiers. Donc dès qu'ils déposent les dossiers, nous analysons les dossiers afin de pouvoir mettre à leur disposition les fonds. Les acteurs de la filière Anacarde saluent l'avènement d'un tel fonds. Pour eux, ce soutien serait d'un grand apport pour la plupart d'entre eux, d'autant plus que la maladie à coronavirus a impacté négativement ce secteur. Nous entendons ça, parce qu'avant ça même, nous avons des problèmes. On avait même fait des doléances au niveau des CBA pour nous aider, parce que cette pandémie de Covid a eu beaucoup d'impact sur la filière d'Anacarde. Bon, si je m'amuse bien, il y a des gens même toujours, ils ont leur stock qui n'ont pas pu vendre. À noter que la maladie à coronavirus est apparue seulement 10 jours après le lancement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou au Burkina Faso. Le combat qui oppose les séparatistes arméniens et les forces azerbaïdjanaises s'intensifie dans le Haut-Karabakh. D'énormes dégâts matériels et des civils touchés. Le trio du groupe Minsk appelle à un cessez-le-feu immédiat. Regardez. La France, la Russie et les États-Unis, membres du groupe dit de Minsk, dénoncent l'escalade du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une menace inacceptable pour la stabilité de la région. Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont donc dénoncé les attaques récentes qui auraient visé des installations civiles et ont également réitéré leur appel à un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Les combats dans la région ont repris le 27 septembre. Le Haut-Karabakh, enclave séparatiste à majorité arménienne, est situé en territoire azerbaïdjanais. La situation était gelée depuis 1994. À l'époque, le conflit avait vu les forces arméniennes, avec l'aide de la Russie, remporter non seulement le Haut-Karabakh, mais aussi 7 districts azerbaïdjanais situés autour de l'enclave. L'Arménie et l'Azerbaïdjan seront mutuellement responsables des violences. Erevan a accusé Bakou de tirer des missiles sur la ville principale du territoire séparatiste, connu sous le nom de Stepanakert pour les Arméniens et de Kangandi pour l'Azerbaïdjan. Les habitants de la ville ont déclaré à l'agence de presse russe Novosti que certains quartiers souffraient de pénurie d'électricité et de gaz après les frappes. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a à son tour accusé les forces arméniennes de bombarder plusieurs de ces villes, comme Tartar et Barda, et sa deuxième plus grande ville, Ganja, qui se trouve loin de la zone de conflit. Les deux parties se sont accusées à plusieurs reprises de prendre pour cible des civils et ont fait état d'infrastructures non militaires endommagées. Revue de presse avant de refermer cette édition. Le Mali à la une des présumés terroristes et des otages en voie de libération. Les quotidiens en font largement écho. Nos confrères s'intéressent également à la composition du nouveau gouvernement malien. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Dans le cadre des négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et Sophie Petronet, plus d'une centaine de prisonniers djihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien. Information reprise en boucle par les quotidiens. Pour Sidouaya, si la négociation doit être la panacée contre l'insécurité et le terrorisme, aucun effort ne sera de trop.
Pour Karim Badolo du journal de tous les Burkinabés, si libération il y a pour les 2 otages cités, c'est un espoir qui renaît pour les autres détenus comme Dr Elliott. Mais se réserve mon confrère, il faudrait espérer qu'en réponse à la bonne foi des autorités maliennes, le camp d'en face sache honorer ses engagements. Et oui, la bonne volonté pour des personnes affreuses, s'inquiète l'observateur Palga. Le journal qui poursuit, même si ce genre sont monnaie courante, il faut le dire clairement, un terroriste libéré, c'est toute la machine de guerre qu'on contribue à alimenter. Parmi eux, poursuit l'Obs, de vilains criminels responsables de nombreuses attaques dans la sous-région. Il n'est donc pas sûr que ce soit une bonne affaire pour le Mali et l'ensemble du Sahélistan. Un autre son de cloche du côté de Ojodio Faso. Pas mal joué pour cette transition avec cet échange marchandises, mais ces militaires doivent savoir qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, ajoute aujourd'hui au Faso avant de conclure. Le Mali, empêtré dans cette guerre asymétrique, ne saura se contenter de cette libération spectacle. Pendant ce temps, le journal Le Pays donne sa lecture sur la composition du nouveau gouvernement malien. Renoncement du chef de la junte à la succession de chef de l'État en cas d'empêchement, doublé du profil de civil bon teint du PM Ouané, à côté de celui hybride du président Dao. L'institution sous-régionale devrait pouvoir lever ses sanctions ou desserrer son étreinte mortelle autour de la gorge du Mali, analyse Le Pays. Certes, la dissolution du CNSD n'est pas effective, mais après les concessions des militaires, il serait incompréhensible que la CEDEAO garde sa position de fermeté, conclut le journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.